Bon, alors bienvenue. Je suis rendu 1h31, alors je pense qu'on va pouvoir commencer. Euh, Première chose, bienvenue au webinaire de la séance d'information du Fonds d'innovation 2020. D'abord, tout de suite, si les gens m'entendent mal, le niveau sonore n'est pas assez élevé, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire dans la fenêtre de clavardage. Euh, je, on va regarder ça tout au long là, de la séance. Euh, je suis Patrick Pilot, chargé de programme à la FCI. C'est moi aujourd'hui qui va passer à travers la présentation. J'ai aussi ma collègue avec moi, Sylvie Boucher, qui va gérer, si vous voulez, le chat room, la fenêtre de clavardage. Donc, si vous avez des questions, on va essayer de faire des pauses après certaines sections là, de la présentation d'aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de clavardage. On pourra y répondre directement. Ou si ça mérite une intervention, là, on pourra aussi le faire devant tout le monde. Alors voilà pour se débarrasser de ces petites questions-là au départ. D'abord, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre entre 30 peut-être et 40 minutes pour passer à travers la présentation. Le but n'est pas de redire tout ce qui était dans l'appel à soumettre des propositions pour le Fonds d'innovation 2020, mais surtout de focuser ou de mettre l'accent sur les changements par rapport au dernier concours, euh, afin là, de vraiment mettre en lumière les différences ici. Vous avez une couple d'options, poser les questions directement dans la fenêtre de clavardage. Sinon, il y a toujours dans le haut, vous avez l'option là, dans le petit menu déroulant en haut. Il y a un petit bonhomme avec la main levée. Si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser ça aussi pour attirer notre attention. À ce moment-là, on pourra vous donner un accès à votre microphone si vous en avez un et on pourra interagir de cette façon-là. Voilà. J'en profite aussi pour mentionner que M. Denis Bussière, conseiller au ministère de l'Économie et de l'Innovation, que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement, et tout cela, là, vous pouvez voir par moment ses commentaires dans la fenêtre de clavardage. Donc, je voulais juste mentionner qu'il était présent et disponible parce qu'évidemment, je ne vais pas focuser sur des questions qui peuvent être pertinentes à différentes provinces, mais vous avez peut-être l'occasion de le faire là, avec Danny dans cette circonstance-là. Euh, alors, sans plus tarder, allons-y. Le programme pour aujourd'hui, essentiellement, là, comme j'ai dit tout à l'heure, est basé sur notre invitation à soumettre des propositions. On va passer à travers chacune des questions. Puis, comme j'ai dit, on va mettre l'accent sur les différences, sur les changements depuis le dernier concours. Ces changements-là sont survenus suite aux commentaires que nous, on a reçus euh, venant soit de quand on a soumis l'ébauche, je l'appelle, de l'invitation à soumettre des propositions, ou ce qu'on avait reçu lors du dernier concours, par exemple. N'hésitez pas, la présentation elle-même, elle est disponible, elle est même disponible sur notre site web si vous voulez la télécharger. Vous pouvez aller sur le site innovation.ca dans la section du fonds d'innovation, des différents documents, vous allez pouvoir le trouver là. Et aussi, on enregistre le webinaire qui va aussi se retrouver sur notre site web, essentiellement au même endroit aussi, une fois que ce sera terminé. Alors, pour commencer, voici les trois objectifs du concours du Fonds d'innovation 2020. Tout ça commence du budget 2018, justement, où est-ce que la FCI a reçu un financement permanent qui nous permet essentiellement euh, d'avoir des fonds d'innovation aux 24 à 30 mois environ. Donc, on a une certaine assurance là, à moyen terme qu'on est en mesure de lancer des concours à intervalles relativement réguliers. Donc, le Fonds d'innovation 2020 est le premier concours qu'on lance sous ces nouveaux auspices et le prochain est déjà prévu pour l'année, les décisions qui sont prises en 2022-2023. Donc, les décisions de ce concours-ci seront prises en 2020 et le prochain environ 2 ans et demi plus tard. Le concours actuel, on parle, comme c'était bien inscrit sur la diapo, on parle de 400 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche. Ça, évidemment, c'est seulement la portion
que finance la FCI. Donc, évidemment, quand on rajoute la contrepartie, souvent provinciale, et les autres, ben, on arrive au-delà du milliard de dollars en infrastructure de recherche. Donc, c'est certainement significatif. À tout cela s'ajoute un 120 millions qui provient du Fonds d'exploitation des infrastructures. Donc, comme vous le savez, avec chaque octroi que vous recevez du Fonds d'innovation vient aussi 30% de ce montant-là vous est donné de façon additionnelle pour l'exploitation des infrastructures. Donc, au total, on parle de 520 millions dans le concours 2020 du Fonds d'innovation. Ben, le but étant évidemment de garder le Canada à la fine pointe là, quant à sa capacité de recherche. Et tout ça se décline, comme vous pouvez le voir sur la diapo, là, en 3 objectifs du concours 2020 du Fonds d'innovation. Relativement semblable, si vous voulez, aux objectifs qu'on avait en 2017. L'objectif étant essentiellement le même. Donc, favoriser le leadership mondial, comme vous pouvez le voir. Augmenter la capacité des communautés à amener la recherche et engendrer des retombées, quelles qu'elles soient, là, pour le pays. J'avais dit qu'on allait focuser un petit peu sur les changements. Ben, voici un des premiers changements. Au niveau de l'admissibilité, les différents coûts qui sont admissibles. Donc, on a un petit peu élargi notre admissibilité pour le présent concours du Fonds d'innovation, entre autres au niveau des contrats de services et des garanties prolongées. Donc, on permet maintenant d'inclure ces coûts de contrats de services et de garanties prolongées pour des équipements existants. Dans le passé, il fallait absolument que ce soit pour des équipements qui étaient demandés en même temps dans la même demande. Alors maintenant, on vous offre la possibilité de le faire sur des équipements que vous pouvez avoir déjà, mais simplement demander dans le concours du Fonds d'innovation le contrat de service ou de garantie prolongée pour pouvoir garder, finalement avoir une meilleure maintenance sur des équipements existants. Ces équipements-là n'ont pas non plus à avoir été financés antérieurement par la FCI. Donc, il y a aussi la possibilité de demander un contrat de service ou une garantie prolongée pour un équipement que vous avez déjà, essentiellement qu'il ait été ou non financé par la FCI dans le passé. Donc, euh, tant que ça rencontre les autres critères d'admissibilité, dans le sens que l'équipement sur lequel vous voulez rajouter une garantie prolongée, un contrat de service, est utilisé pour la recherche, vous en avez le contrôle, vous en avez l'accès, bon, les critères d'admissibilité qui sont standards pour la FCI. Tant que ces critères-là sont rencontrés, à ce moment-là, demander une garantie prolongée ou un contrat de service est un coût admissible dans le concours du Fonds d'innovation. Vous devrez démontrer néanmoins que l'équipement sur lequel sera mis cette garantie ou ce contrat-là est nécessaire et approprié pour la recherche. Donc, la recherche qui est décrite dans le projet que vous nous envoyez au Fonds d'innovation. Donc, et démontrer que c'est la meilleure option pour effectuer la recherche. Donc, prenez pour un exemple, vous avez un équipement chez vous. C'est certain qu'il est essentiel au programme de recherche que vous soumettez. Ben, si vous voulez rajouter une garantie prolongée, un contrat de service pour être sûr qu'il demeure accessible puis opérationnel pendant la période où se fera le projet de recherche, ben, ça devient admissible au Fonds d'innovation 2020. La durée de ce contrat ou de cette garantie-là devrait être alignée avec la durée pour laquelle l'équipement sera essentiellement requis pour la recherche. Donc, on n'a pas mis de limite a priori. Donc, la garantie de contrat de service générera au même titre que les autres coûts admissibles vont générer du FEI, là, du Fonds d'exploitation des infrastructures, qui lui-même peut être utilisé par la suite pour l'entretien des équipements. Donc, c'est une façon pour nous de rendre peut-être un petit peu plus facile là, l'aspect pérennité des différents équipements. Le prochain changement aussi, c'est aussi un élargissement de l'admissibilité. On parle des espaces de travail collaboratifs. Essentiellement, on parle ici d'espaces de travail qui rendent possible les collaborations. Donc, on peut penser salle de réunion, salle de, si vous voulez, de groupes de discussion ou de focus groups, ce genre d'espace-là. Donc, par le passé, normalement, il fallait que l'espace était admissible seulement lorsqu'il servait à héberger de l'infrastructure ou des équipements qui étaient payés par la FCI ou qui étaient demandés à la FCI au même moment. Alors que là, on ouvre un petit peu plus l'admissibilité de ce côté-là.
Donc, tant que l'espace est bâti dans le but de faciliter la collaboration et dans le cadre du programme de recherche, tant qu'il est essentiel aux activités de recherche et qu'il est utilisé de façon majoritaire pour le programme de recherche, ces espaces-là vont être considérés admissibles. Donc, il est donc désormais possible de demander des espaces où, a priori, il n'y aurait pas d'autres équipements financés par la FCI à l'intérieur. Euh, Tant que ce que j'ai mentionné tout à l'heure, puis ce qui est écrit dans la diapo ici, est respecté. Évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir ce qui ne serait pas admissible, par exemple, ce serait d'avoir une salle de réunion, peut-être que vous avez bâti l'an dernier, puis là, vous dites, ah, ben là, on pourrait l'inclure dans le budget. Ben, si ça n'a pas été bâti dans le but précis de faciliter la recherche que vous décrivez dans la demande du Fonds d'innovation, ben, ce serait pas admissible. Ouais, donc, de l'espace qui serait non spécifiquement pour la recherche aussi. Pensez à des cuisinettes, par exemple, des espaces de type lounge ou des choses comme ça, demeuraient non admissibles, par contre. Ça demeure en contravention de notre entente de contribution qu'on a pour l'instant avec notre bailleur de fonds principal. Alors, on n'est pas en mesure de faire ça. Donc, cette admissibilité, cette augmentation, cet élargissement de l'admissibilité euh, est valide pour le Fonds d'innovation 2020 pour l'instant. Euh, on incorporera cette flexibilité-là à nos différents fonds éventuellement, mais ce sera fait de façon séquentielle et pour l'instant, ces changements-là ne s'appliquent qu'au Fonds d'innovation 2020. Euh, Dernier changement, puis je vais peut-être prendre une pause après cette diapo-là pour voir s'il y a un petit peu s'il y a des questions. Là, je vais d'abord qu'il y en a une, mais je vais passer à travers cette diapo-là, puis on va pouvoir y revenir. Dernier changement, si vous voulez, principal sur lequel on va attirer l'attention, c'est le concept d'équipe. Vous allez peut-être voir que fondamentalement, il y a un changement qui est un peu fondamental. Les autres sont peut-être plus au niveau de l'interprétation qu'on en fait. Mais fondamentalement, le concept ici, c'est de cimenter le concept d'équipe. Donc, c'est par exemple, première chose qu'on fait, c'est qu'on va vers deux chefs d'équipe plutôt qu'un responsable de projet. Donc, dans le passé, il y avait un seul responsable de projet. Chaque projet avait son responsable de projet et avait une liste d'utilisateurs principaux. Je vais y revenir aussi. Alors maintenant, ce qu'on a, c'est deux chefs d'équipe plutôt qu'un seul responsable de projet. L'idée est de reconnaître la contribution de plus d'un chef d'équipe, puis de créer une équipe de direction, si vous voulez, qui permet d'être plus diversifiée aussi. A priori, ces deux chefs d'équipe-là ont un rôle équivalent du point de vue scientifique. Euh, Comment ça se traduit dans nos formulaires électroniques, si vous voulez, c'est que les deux vont avoir un accès en lecture, mais aussi en écriture des documents qui ont rapport au Fonds d'innovation 2020. Donc, si vous pensez à la demande en particulier, ces deux chefs d'équipe-là vont avoir accès. Par contre, il y en a un seul des deux qui va demeurer le responsable administratif, si vous voulez. Parce que comme vous le savez peut-être, là, dépendamment si tout le monde a déjà passé à travers le processus, si un projet est financé, évidemment, ben là, il y a toutes sortes d'autres éditions de comptes qui viennent par la suite. Puis ça va demeurer attaché, si vous voulez, avec un seul responsable administratif. Par contre, au niveau tout ce qui est pré-octroi, évidemment, ben là, il y aura les deux chefs d'équipe qui vont être considérés à responsabilité égale et tout ça même à travers le processus d'évaluation aussi. Autre point, les utilisateurs principaux deviennent des membres d'équipe. Le but est de refléter un peu plus fidèlement la contribution de ces gens-là. Ce n'est pas uniquement des utilisateurs de l'équipement. Bon, certains peuvent l'être, mais plus souvent qu'autrement, ces gens-là font partie d'une équipe qui voit vraiment là, amener à bien le projet d'infrastructure et aussi les programmes de recherche qui sont mis ensemble. Donc, on voulait que ce soit un petit peu plus, ça parle un petit peu plus, là. On ne parle pas nécessairement juste d'un utilisateur, mais vraiment d'un membre à part entière d'une équipe. Le dernier accent, et vous n'en serez pas surpris, un accent sur la diversité de l'équipe. Euh, donc, évidemment, un petit peu comme dans d'autres programmes, vous avez sûrement vu ça aussi, là, puis chez nous aussi, on encourage vraiment de former des équipes qui sont diversifiées, autant
autant selon le stade de la carrière des différents membres de l'équipe, leur historique qui peut être varié, leur historique disciplinaire, ainsi que les groupes qui sont traditionnellement sous-représentés, par exemple. Euh, donc, on peut parler bon, autant de l'âge que du genre. Donc, ça fait partie des groupes potentiellement sous-représentés dans différents domaines. Donc, on vous encourage vraiment à mettre de l'avant des équipes qui sont diversifiées. Je vais peut-être prendre 2 petites minutes, je vais me tourner vers Sylvie, voir s'il y avait des questions brûlantes qui méritent qu'on intervienne tout de suite. Sinon, peut-être c'est un moment pour vous soit de lever la main ou d'intervenir dans la fenêtre de clavardage si vous avez des questions. Non, je pense qu'il y avait quelques personnes qui avaient de la difficulté à voir la présentation. Je pense maintenant c'est réglé. Il y avait une question sur donner un exemple d'espace qui est admissible de collaboration. Alors, on a des espaces, par exemple, de groupes de discussion pour la recherche qui peut être admissible dans le cadre du concours. C'est surtout, on voit ça et on a vu ça dans le cadre de la conversation. C'est pour surtout des chercheurs qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et sociales et qui travaillent avec différentes communautés qui, des fois, ont besoin d'espaces de groupes de discussion pour mener à bien leur activité de recherche. Absolument. Je pense que c'est l'exemple qui nous est revenu le plus souvent quand on faisait notre conversation pan-canadienne. C'est un petit peu par rapport à ça qu'on a réagi aussi. Ce concept-là de focus group, si vous voulez, ben oui, on a besoin d'avoir une rétroaction d'un groupe de personnes, mais tout ce qu'on a besoin, c'est de l'espace. On n'a pas besoin d'équipement, on a besoin de l'espace pour être en mesure de faire ça. Fait que c'est une façon de réagir et de permettre là, ce type de coup-là. Ceci dit, c'est pas parce que c'est ça qui a vraiment qui a drivé, si vous voulez, notre réflexion par rapport à ça. Si vous pensez à d'autres types d'espaces que vous croyez qui est pertinent, n'hésitez pas. Je pense que c'est un bon moment pour nous là, de réfléchir par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Oups, je pense. Un instant. Ah, voilà. Oui, là, est-ce que ça a fonctionné? Je pense qu'on avait une question. Quelqu'un m'a levé la main. Je pense avoir activé. Ah, Ouais. un petit peu. Si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours envoyer votre Ouais. question à la Oui, je m'excuse. Je pense pas que ça a été un énorme succès avec le microphone. Mais ouais, je pense que c'est peut-être plus simple à ce moment-là de vous suggérer d'utiliser la fenêtre de clavardage. C'est comme ça qu'on va générer les questions. Ça a aussi l'avantage de nous donner un historique là, de ce qui s'est passé. Euh, bon, d'abord, la première question de Anne. Comment la diversité des équipes sera évaluée? Ben, ça, OK, d'abord, il y a deux choses. Euh, la première, vous remarquez, on vous demande comment vous avez quel était le processus que vous avez pris pour arriver à une équipe diversifiée? Cet aspect-là du processus ne fait pas partie de l'évaluation. D'accord? Donc, on comprend qu'il y a d'autres morceaux fédéraux qui se chargent de cet aspect-là. On ne revient pas là-dessus. Par contre, on est intéressé à le savoir, puis on a aussi la possibilité de vous donner peut-être une rétroaction par rapport à ça, mais ça ne fait pas partie de l'évaluation en soi. Pour ce qui est du critère d'équipe, où est-ce qu'on parle d'une équipe diversifiée, euh, ben là, on ne peut pas donner une recette, là, dans le sens qu'une équipe diversifiée dans différents domaines, ça peut vouloir dire différentes choses. On comprend que ce n'est pas tous les domaines de recherche qui ont des communautés qui sont hétérogènes, par exemple. Donc, on essaie de juger par rapport à cette réalité-là, mais certainement qu'on vous demande de faire un effort de ce côté-là, puis on va s'assurer que les- le critère équipe est évalué en conséquence. Je comprends que ce n'est pas une réponse qui est définitive, là,
Mais comme dans bien des cas, pour l'évaluation que la FCI fait, comme on regarde les projets autant en art qu'en biomédical ou en génie, il faut toujours être en mesure de prendre le critère qui est là puis de se l'approprier par rapport à la demande qu'on regarde. Ben, ça va être la même chose pour l'aspect diversité. Euh, donc, je pense à l'intérieur de chacun des programmes de recherche, chacun des domaines, assurez-vous que vous représentez, je pense, de façon raisonnable la diversité de ce domaine-là, finalement, que vous allez présenter. Oui, il y a une Oui. autre question, Patrick, sur Mhm. les espaces virtuels, si ce sont des espaces admissibles. Oui, on a déjà financé dans le passé des espaces virtuels. Par exemple, ça peut être des systèmes de vidéoconférence qui vont faciliter les activités de recherche avec les autres chercheurs de l'équipe ou des systèmes de communication Ouais. là, pour encourager la collaboration au niveau de la recherche. Ouais, ultimement, le fardeau de la preuve demeure sur le demandeur, d'expliquer comment ces choses-là sont quand même nécessaires à l'activité de recherche. Puis nous, ben, c'est quelque chose qu'on va s'assurer que les comités, sur lesquels les comités commentent. Euh, Notre mandat n'est pas nécessairement de fournir des infrastructures aux établissements admissibles, mais c'est de fournir des infrastructures de recherche, dans le but de la recherche. Donc, tant que vous êtes en mesure euh, de faire ce cas-là, oui, il y a pas de discrimination envers les espaces virtuels versus physiques. Je vois que personne d'autre ne tape pour l'instant. On va continuer. Vous aurez toujours l'occasion d'ici la fin là, de faire d'autres commentaires. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je reviens. La petite flèche. Voilà, processus de soumission en 2 étapes, mais ça n'a essentiellement pas vraiment changé. C'est comme avant. Dans la deuxième section, si vous voulez, de l'invitation à soumettre les propositions pour le Fonds d'innovation 2020, tout ça est détaillé. C'était avant dans un document à part qu'on appelait ligne directrice, je pense, pour la soumission d'une proposition. Maintenant, c'est tout dans l'appel à proposition ou dans l'invitation à soumettre des propositions. Ici, dans la section 2. Je rappelle à tout le monde que l'avis d'intention est essentiel. Vous ne pourrez pas soumettre une proposition si vous n'avez pas soumis d'avis d'intention. Donc, toujours faisons les choses dans l'ordre. Nécessaire de passer à travers l'avis d'intention, qui est soumis électroniquement, comme tout le reste. Et vous voyez, évidemment, on a fait un passage vers l'électronique, un petit peu comme tout le monde dans les 20 dernières années. Mais c'est encore plus vrai cette fois-ci. Là, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, une fois que cette avis d'intention-là est fait, nous, on va s'en servir là, bon, pour préparer les comités d'évaluation, etc., etc. Et vous aurez à ce moment-là vous pourrez soumettre une proposition pour chacun des avis d'intention plus tard, là, au début 2020. Une fois que cette soumission-là est faite, nous, évidemment, à l'interne, on va faire une certaine revue administrative, s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de choses qui ont été manquées, il n'y a pas de règles qui n'ont pas été respectées, par exemple. S'il y a quoi que ce soit, ben, on va retourner, on va aller vous voir pour poser des questions là, potentiellement. Ceci dit, si on fait ça après les propositions, ça devra se faire rapidement. Alors, je sais que là, ce sera sûrement un sprint là, de votre part pour arriver jusqu'à la date de tombée pour les propositions et les soumettre. Mais on vous demande aussi, peut-être dans la semaine et demie qui suit, de demeurer disponible parce que s'il y a quoi que ce soit, nous, c'est à ce moment-là on va interagir avec vous. Puis, comme les comités, des fois, se rencontrent assez rapidement par la suite, ça va nous prendre une réponse rapide de votre côté. Euh, Bon, continuons avec l'enveloppe qui est allouée aux établissements. Comme vous le savez, chaque établissement ne peut pas soumettre autant de demandes pour un montant illimité. Au concours du Fonds d'innovation, chaque établissement a une limite au montant qu'elle peut demander à la FCI. Et tout ça là, est aussi dans l'invitation à soumettre des propositions. C'est l'avant-dernière annexe, je crois, euh, où est-ce que c'est détaillé pour chacun des établissements. Évidemment, il y a eu une exception. Vous savez peut-être, n'importe quel établissement qui est impliqué dans un seul projet, soit en tant qu'établissement demandeur ou en tant qu'établissement partenaire. Mais si vous demandez seulement un projet, à ce moment-là, vous pouvez excéder le montant de l'enveloppe qui vous est accordée. Euh,
je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais si vous êtes un établissement partenaire, ben, c'est quoi la définition d'un établissement partenaire pour nous? Ben, c'est deux choses. Normalement, un établissement partenaire, c'est quelqu'un qui reçoit de l'infrastructure de recherche, donc il va recevoir une partie de l'infrastructure et par conséquent, qui va normalement aussi partager une partie de son enveloppe pour ce projet-là. Donc, c'est la définition d'un établissement partenaire chez nous. Donc, si un établissement ne reçoit pas d'infrastructure, ben, a priori, ce n'est pas un établissement partenaire dans le cadre du projet. Maintenant, on a quelques nouveaux outils là, qui vous permettent peut-être un petit peu mieux de gérer euh, votre enveloppe en tant qu'établissement. Ben, il y a un rapport dans le portail électronique, d'abord pour vérifier l'état de votre enveloppe. C'est un petit peu le rapport qui était là avant. Je pense qu'on l'a peaufiné un petit peu, là, un petit peu plus de fonctionnalité. Mais ça vous permet de voir à chaque moment qu'est-ce qui se passe avec votre enveloppe. Vous avez, parce que maintenant, comme à chaque fois que vous allez créer un projet, puis vous allez rechercher un établissement partenaire, l'établissement partenaire va devoir accepter de participer, il va aussi devoir confirmer le montant de son enveloppe qu'il implique dans ce projet-là. Donc, si vous voulez, toute la gestion d'enveloppe va être faite de façon électronique, donc dans le système, ce qui va permettre d'avoir un accès en temps réel, si vous voulez, pour chacun des établissements pour savoir, ben, qu'est-ce que j'ai promis à qui, dans quel projet, puis ça vous permet de faire une gestion là, de votre enveloppe qui, on l'espère, sera plus ordonnée. Bon, je suis certain qu'il y a des choses qui vont changer à la dernière minute quand même, mais c'est une façon de le gérer de cette façon-là. Donc, ce qui veut aussi dire qu'on n'a plus besoin de soumettre une feuille Excel séparée, si vous voulez, comme la dernière fois, à la fin pour dire, bon, ben voici comment j'utilise mon enveloppe pour tel projet. Maintenant, ce sera déjà tout fait dans le système électronique. Puis c'est à ce moment-là que vous allez finalement vous commettre de ce côté-là. Je rappelle aussi, c'est sur la diapo ici, c'est qu'au moment de la date de soumission des avis d'intention, on vous permet de dépasser l'enveloppe qui vous a été allouée de jusqu'à 10 parce qu'on comprend qu'il y a encore peut-être des petites choses qui vont devoir tomber en place, que tout n'est pas complètement arrêté à ce point-là. Donc, vous avez ce petit buffer, si vous voulez, de 10 euh, au niveau de l'avis d'intention. Évidemment, au niveau des propositions elles-mêmes, quand elles seront soumises plus tard en 2020, ben là, vous allez être obligé de respecter l'enveloppe au dollar près. Euh, voilà, avis d'intention. Essentiellement les mêmes sections que vous avez déjà vues dans le passé, sauf pour le sommaire du projet. Et je vais revenir là-dessus parce que je m'emballe. Je vais plutôt suivre mes notes. Plus sage. Évidemment, l'avis d'intention, comme j'ai mentionné tout à l'heure, est soumise en ligne. Elle ne fait pas partie du processus d'évaluation. C'est uniquement pour nous, pour préparer les comités et pour confirmer là, bon, on va avoir peut-être des indices sur l'admissibilité, des choses comme ça. C'est important, par contre, que la liste des membres d'équipe soit précise. Car, comme je l'ai mentionné, on va servir de ça pour faire l'invitation des membres des différents comités. Puis, les gens qui sont impliqués dans l'équipe, bien évidemment, ça a un lien sur les potentiels conflits d'intérêts qu'il va y avoir entre les membres de comité et les membres d'équipe. Donc, c'est assez important que cette liste-là soit le plus près possible. Euh, Tous ces gens-là doivent avoir un compte sur le GCF, donc sur le portail en ligne, et doivent accepter de participer à la demande. Donc, ça, c'est comme par le passé. On vous demande évidemment s'il y a des changements au niveau de l'équipe, au niveau des établissements partenaires, une fois que l'avis d'intention est soumis, de nous avertir le plus tôt possible, parce que comme je mentionnais, les implications sur les conflits d'intérêts, pour nous, c'est très important de se tenir au courant de ça. Le sommaire du projet, comme je mentionnais, ça c'est une nouvelle section dans la mesure où elle a été toffée un petit peu, puis on essaie, toffée, c'est pas, on ne demande pas 10 pages, là, mais ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations sur le projet, puis c'est ça aussi qui va faire partie de l'information qu'on va rendre disponible sur le site web par la suite euh, pour susciter potentiellement des collaborations. Donc, excusez-moi. Donc voilà, cette partie-là du sommaire du projet est un peu nouveau. C'est assez semblable à ce que vous avez eu par le passé, mais maintenant il y a cet aspect-là qu'on va rendre une partie disponible. Je reviens sur les évaluateurs suggérés. Évidemment important pour nous. On utilise ça en partie pour
pour combler les positions sur les membres de nos comités d'experts. On insiste sur la proposition d'évaluateurs suggérés. Je reviens sur le diversifier, je reviens sur là-dessus aussi. Ça fait partie de notre mandat à nous aussi de s'assurer que nos comités ont aussi des points de vue divers. Question d'éviter peut-être la vision en tunnel un petit peu. Donc, si dans la même mesure, vos évaluateurs, eux, sont suggérés de la même façon, sont un peu diversifiés en termes de stade de carrière, de groupes sous-représentés, comme j'ai mentionné tout à l'heure. C'est des choses qu'on apprécie. Je reviens sur le concept de conflit d'intérêts. Très souvent, on reçoit des évaluateurs suggérés ou est-ce que c'est soit des collaborateurs qui ont des co-publications avec les gens, des membres de l'équipe ou qui étaient au même établissement il y a quelques années, une couple d'années. Ça, c'est des conflits d'intérêts, puis évidemment, ça ne nous sert pas à personne si vous nous faites ce genre de suggestions-là. Je comprends que les suggestions proviennent normalement des chercheurs eux-mêmes, mais c'est quelque chose peut-être à rappeler, puis s'assurer qu'on continue à faire. Je rementionne que la liste des avis d'intention va être publiée sur notre site web. Le but étant de susciter la collaboration. Une fois qu'on les a reçus, on va rajouter le nom des chefs d'équipe puis le petit sommaire de projet, comme je mentionnais tout à l'heure. Là, je vais faire un léger aparté sur les infrastructures de calcul informatique de pointe et fondamentalement, les infrastructures de calcul informatique de pointe sont admissibles. Vous pouvez en demander s'ils sont vraiment axés sur un projet en particulier. Mais tout ça devrait se faire néanmoins, comme c'est écrit à la droite, en consultation avec Calcul Canada, qui est encore le partenaire privilégié ici, là, puis qui est encore le partenaire qui offre les services à la grandeur du pays. On s'attend toujours à toute demande d'au-dessus de 100 000 qu'elle soit en calcul informatique, que cette partie-là de la demande soit gérée et hébergée par Calcul Canada. Donc, c'est important de les garder au courant très tôt dans le processus. Donc, si la demande elle-même, par contre, consiste surtout pour des ressources computationnelles, donc surtout pour du calcul informatique de pointe, et si cette demande-là, c'est pour des ressources qui sont collectives et partagées, ben, elle n'est pas admissible, dans le sens que il y a récemment eu là, évidemment, je ne suis pas capable de trouver le titre rapidement. La stratégie du numérique du gouvernement fédéral euh, qui a été mis en place, puis tous ces aspects-là de ressources computationnelles collectives et partagées pour tous, du type Calcul Canada, demeure, ultimement, va dans ce giron-là. Donc, c'est quelque chose qui est exclu du Fonds d'innovation 2020. Ça s'inscrit, évidemment, c'est écrit sur ma feuille, comme d'habitude, si je vous amène note, la stratégie sur l'infrastructure de recherche numérique. Voilà, c'est le vocable que je cherchais tout à l'heure. Donc, fondamentalement, si vous avez des ressources informatiques qui sont absolument nécessaires, mais qui sont vraiment focusées sur un projet en particulier, qui est soumis au Fonds d'innovation, ça peut être admissible. Je vous suggère de communiquer, un, rapidement avec Calcul Canada, et deux, rapidement avec nous aussi, parce qu'on pourra vous donner un meilleur son de cloche là-dessus. Je peux comprendre que la ligne est peut-être floue là, de démarcation, ce qui est admissible, ce qui n'est pas ici. Et d'un autre côté, si c'est pour une des ressources computationnelles qui sont génériques, qui sont larges, qui sont partagées, ça fait pas partie de ce qu'on finance normalement dans ce cadre-ci. Je vois qu'ici, on va peut-être avoir des exemples de calcul informatique de pointe. Ça peut être relativement large. Évidemment, dans son expression la plus simple, si vous voulez, c'est des serveurs de calcul, par exemple. On peut penser à du stockage. On peut penser à des infrastructures potentiellement de stockage à long terme, de tape backup, par exemple. Tous les aspects logiciels qui viennent avec ça. Ça donne peut-être un exemple de ce qu'on voit de fréquemment, qu'on inclut comme calcul d'informatique de pointe, qu'on appelait, j'imagine dans le passé, calcul de haute performance. Pour que un exemple où Calcul Canada serait utilisé, bien évidemment, la plateforme de Calcul Canada est disponible surprenamment partout au Canada. Et les gens qui ont besoin de faire d'avoir accès de façon sporadique ou même de façon plus intense à du calcul de pointe, mais dont les services de Calcul Canada peuvent répondre à leurs besoins,
ben, c'est pour ça qu'elle est là, la plateforme. Donc, nous, on est là pour complémenter ce qui est disponible et non pas rajouter à ça. Donc, je pense qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure d'utiliser, euh, d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'utiliser ça. Pour ce qui est des détails là, de comment fonctionner, comment interagir avec eux, ben ça, je vais laisser ça pour en discuter avec eux. Là. Je veux pas. On pourrait passer plusieurs minutes et plusieurs heures. Sylvie, Oui. vas-y, tu vas intervenir. Pour les exemples de calcul informatique de pointe aussi, ce qu'on a dans notre invitation à soumettre des propositions, en fait, c'est quand vous avez des équipements informatiques qui dépassent le 100 000 il faut absolument consulter avec Calcul Canada pour peut-être avoir certains arrangements avec eux. Ils ont évidemment un pouvoir d'achat qui est plus grand que certains établissements et puis on encourage à le faire dans notre proposition. Oui. Si. Oui, et si vous avez des questions spécifiques par rapport, encore une fois, au calcul informatique de pointe, ce serait bon de contacter votre agent de liaison à la FCI ici pour discuter peut-être un peu plus en détail de vos projets spécifiques Ouais, et vos besoins. absolument. On comprend là, que c'est un espace qui est en mouvance beaucoup, là, puis tout le monde, on peut en perdre un petit peu notre latin là, de tous les côtés. Fait qu'hésitez pas à communiquer avec nous rapidement si vous avez. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait, là, en fait. Mais si vous avez quelque chose que vous avez des incertitudes, là, allez-y. Voilà, une fois que l'avis d'intention est soumis, tout ça, vous pensez avoir quelques semaines de répit, et là, rapidement, la proposition arrive. Euh, les formulaires eux-mêmes de la proposition vont être disponibles aussitôt que vous avez soumis l'avis d'intention. Vous allez avoir accès au formulaire de la proposition. Ceci dit, essentiellement, ce que c'est un formulaire, c'est un document PDF que vous allez télécharger, téléverser chez nous là, en grande partie. Euh, la majorité de l'information que vous avez rentrée dans l'avis d'intention, comme par le passé, va être transférée à la proposition. Vous n'avez pas besoin de remplir les mêmes informations deux fois. Vous avez quand même l'opportunité de faire certains changements, comme je l'ai dit tantôt. Si vous faites des changements qui pourraient avoir une incidence sur les conflits d'intérêts chez nous, ben, l'importance de nous en faire part le plus rapidement possible. Euh, Encore une fois, au niveau de la proposition, c'est là que vous allez devoir confirmer les montants d'enveloppe que vous accordez à chaque projet, parce que même si vous l'avez fait au niveau de l'avis d'intention, ben, il y a des choses qui peuvent bouger. Là. C'est vraiment au niveau de la proposition où tout ça est ancré ultimement. Euh, Juste un petit détail qui est peut-être facile à oublier si vous n'en faites pas souvent. La liste des établissements partenaires est essentiellement une des premières choses que vous devriez remplir. Une des raisons, c'est que quand vous allez aller dans le budget puis remplir les différents articles, ben, on vous demande l'emplacement des différents articles. Et les emplacements que vous pouvez choisir, c'est essentiellement la liste des établissements partenaires que vous avez. Donc, peut-être c'est un petit truc de pro. Euh, Comme par le passé, lorsque vous avez trois établissements ou plus qui sont impliqués, euh, vous allez avoir accès à jusqu'à 5% du montant que vous demandez à la FCI additionnel. Tout ça, c'est pour couvrir les frais administratifs qui sont associés à la gestion et la gouvernance du projet. Ça, en gros, comme la dernière fois, c'est nous qui reconnaissons que gérer des projets qui sont plus larges, qui ont beaucoup d'établissements, qui demandent une certaine gestion et une gouvernance un peu plus complexe, ben ça amène une complexité puis ça amène des coûts. Donc, ce 5%-là additionnel, donc 5% du montant SCI que vous recevriez normalement, vous allez le recevoir par la suite. Ça ne fait pas partie de l'enveloppe que vous avez, donc c'est de l'argent supplémentaire si vous voulez. Mais vous pouvez l'inscrire dans le budget d'exploitation et de maintenance parce qu'éventuellement, c'est de l'argent que vous allez avoir pour cet aspect-là d'exploitation et de maintenance. Je vous rappelle que ce 5%-là, lorsque vous êtes admissible à l'avoir, vous devez quand même le justifier dans la demande, donc dans la section pérennité. Et ça fait partie de l'évaluation. Donc, si vous dites juste, ben, je le demande parce que j'y ai droit, vous ne l'aurez pas. Essentiellement, il faut vraiment expliquer pourquoi vous en avez besoin et comment vous allez l'utiliser. Et tout ça, évidemment, est détaillé là, dans notre appel à soumettre des propositions. Objectif, norme d'évaluation. En fait, je vais tout de suite rapidement aller à la prochaine ici. Ouais, je mentionnais d'abord, avant de commencer, le nombre de pages.
Euh, si vous demandez à l'FCI 2 millions ou moins, vous êtes limité à 30 pages. Si c'est plus que 2 millions, vous pouvez aller jusqu'à 35 pages. Et ça, le problème, c'est que vous pouvez changer le budget jusqu'à la dernière minute. Donc, le système ne peut pas vous donner un message d'erreur avant la fin. Donc, c'est très important que vous sachiez dès le départ si vous allez vous limiter à 2 millions ou si vous, allez, si vous pouvez, si vous voulez aller plus au-delà de 2 millions, parce que ça va vraiment limiter le nombre de pages que vous allez pouvoir inclure et le système ne pourra pas vous avertir avant minuit moins une qu'il y a un problème. Donc, quelque chose aussi à prendre en considération rapidement. Évidemment, dans ce document-là de 30 ou 35 pages, c'est là que vous allez discuter de chacun des critères dans l'ordre. Euh, Puis essentiellement, il n'y a pas vraiment d'autres euh, restrictions. On vous dit, comptez votre histoire. C'est à vous de convaincre le comité que c'est un bon investissement. Donc, on vous laisse plus ou moins carte blanche là, dans ce document PDF-là pour vous assurer de répondre aux critères. Tout ce qu'on vous demande, c'est de répondre aux critères dans l'ordre parce que ça rend ça un petit peu plus facile pour le personnel d'évaluation. Là. Mais ça se... sinon, il n'y a pas vraiment d'autres restrictions. Comme par le passé, il y a une norme à rencontrer pour chacun des critères, puis l'évaluation va se faire autour de cette norme-là. Là, on l'a ici, si vous voyez là, à l'écran, on a l'objectif à gauche. Il y a trois objectifs. Ces objectifs-là, c'est quelque chose que le comité d'évaluation multidisciplinaire va regarder en particulier, alors que les comités d'experts, eux, vont se focusser sur chacun des critères, donc ce qui est à droite là, dans la boîte grise. Comme vous voyez, il y en a deux pour le premier objectif. Euh, donc, il n'y a pas de changement majeur là, par rapport à ces critères-là. Il y a quelques petits changements à la marge, si vous voulez, mais je pense pas qu'on puisse rien qualifier de changement majeur. Le premier objectif, qui est celui de favoriser le leadership mondial, ben, il y a le critère de recherche et développement technologique, donc la qualité de la recherche elle-même que vous allez vouloir faire et la qualité de l'équipe se rattachent à ce premier objectif-là. Donc, je vais vous laisser là, regarder le détail puis voir comment vous voulez y répondre. Euh, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, là, suite à la réponse à une question, mais on va vous demander aussi, en dessous du critère équipe, c'est là qu'on vous demande de décrire les principes d'équité, diversité et inclusion que vous avez tenu compte dans la composition de l'équipe. Comme j'ai mentionné tantôt, je le répète, puis il va falloir le répéter encore et encore, ça ne fait pas partie du processus d'évaluation. Par contre, on veut essentiellement vous mettre au défi de faire un processus qui est assez robuste, puis dont personne n'a honte de l'écrire. Puis ça va aussi permettre de donner potentiellement là, une rétroaction là, qui se voudra constructive par les différents comités là, par rapport à ça. Euh, voilà pour ça. Là, on passe au second objectif qui est accroître et optimiser la capacité des établissements et de la communauté de recherche à mener à bien des activités de recherche. Mentionné, on a amené un petit peu le concept de communauté. On ne voulait pas focuser uniquement sur les établissements. Il y a ce concept un petit peu plus large de communauté qui intervient. Euh, Tout ça s'articule dans trois critères. Celui de la capacité de recherche, qui est essentiellement l'ancien premier critère qu'on avait, là, qui est s'assurer que l'établissement ou les établissements impliqués, si vous voulez, cette communauté-là, elle dispose d'une capacité existante sur laquelle elle peut tabler, là, faire un effet de tremplin, si vous voulez, pour aller de l'avant avec la demande qui est faite. Les infrastructures, la nécessité de l'infrastructure, donc s'assurer qu'elle est appropriée, mais qu'elle est aussi nécessaire pour faire développer le programme de recherche tel qu'indiqué. Et l'aspect pérennité. Ben, essentiellement, s'assurer que l'infrastructure va être en mesure d'être utilisée, exploitée et maintenue de façon optimale sur cette durée de vie. Puis ça, ben, c'est là où on demande un petit peu des engagements concrets, là, s'assurer que ce ne sont pas que des vœux pieux, mais vraiment ça table sur des engagements qui sont tangibles. Et on arrive au troisième objectif, qui essentiellement se décline en un seul critère, qui est celui des retombées. Ça fait partie de notre mandat, on ne peut pas éviter. C'est celui d'engendrer des retombées. Qu'elles soient environnementales, sociales, économiques, c'est pas vraiment important en matière de santé, mais ultimement, il faut voir qu'il y a une possibilité, il y a un potentiel de retombée pour le projet. Donc oui, il faut que ce soit susceptible d'entraîner des retombées, mais aussi il faut voir qu'il y a un plan défini pour transférer les résultats. Par ça, on ne veut pas nécessairement dire ah ben il faut qu'il y ait un plan de commercialisation pour dans les 6 prochains mois. C'est pas ça qu'on veut dire pour chacun des projets. Ça peut être pertinent pour certains, mais certainement pas pour tous. Mais il faut qu'il y ait un plan de dire OK, ben c'est bien beau, nous on fait ça. Oui, on va publier comme tant d'autres, mais quel est notre plan pour transférer ça à d'autres groupes qui pourraient peut-être utiliser les résultats de notre recherche.
Donc, ça, c'est l'aspect retombé. Euh, donc, ça, c'était toute la section description du projet, de la proposition. Évidemment, l'autre grosse section, c'est la section des renseignements financiers. Vous serez heureux d'apprendre que cette section-là est inchangée. C'est la même chose que vous nous présentez, autant si vous voulez au fond des leaders qu'au fond d'innovation. Euh, c'est la même chose. Si vous faites des constructions, des rénovations, ben, on va vous demander les plans, on va vous demander une ventilation des coûts, s'assurer que la contingence est inférieure à 10%, puis qu'on ait des échéanciers qui sont raisonnables. Mais sinon, c'est la même chose qu'avant. Donc, on ne va pas insister sur ce point-là. L'autre point qu'on veut faire, par contre, c'est les outils et des ressources. Donc, on a rajouté quand même certains outils. Là, de plus en plus, on essaye de développer différents outils à même notre plateforme pour essayer que ça vous donne un coup de main là, suite à ce qu'on entend de votre côté. La première, et j'insiste un petit peu dessus, c'est la liste des agents de liaison. Une des choses qu'on entend relativement souvent, là, c'est ben écoutez, j'ai un projet avec tel établissement, le chercheur est venu me voir, il a dit que il voulait collaborer avec l'établissement X. C'est parce que je ne sais pas qui appeler à l'établissement X. C'est qui s'occupe des projets petits, je ne le sais pas. Dans un plus petit établissement, peut-être que c'est plus facile de trouver, mais dans les plus grands, des fois, c'est pas évident. Euh, donc, nous, on ne peut pas juste envoyer une liste comme ça avec des contacts à tout le monde. On est un petit peu pris par la loi sur euh, la gestion des renseignements de la vie privée. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que récemment, puis ça fait environ peut-être un mois et demi de ça, on a envoyé une mise à jour des activités de la FCI et on avait mentionné à cet endroit-là qu'on rendait maintenant, il y avait une possibilité pour les agents de liaison de, de donner leur consentement pour faire partie d'une telle liste. Et, et là, c'est peut-être pas, peut-être vous ne l'avez pas croisé comme vous allez dans le SGCF, mais si vous retournez à cette mise à jour-là qu'on avait fait en mai, là, c'est peut-être un petit peu plus précis de voir comment vous pouvez le faire pour y accéder. Mais essentiellement, quand vous allez dans votre section, dans votre portail institutionnel, vous allez dans la section déclaration d'adhésion et privilèges, vous allez voir sous déclaration d'adhésion, vous pouvez voir les différentes personnes à votre établissement qui sont, bon, qui sont soit le contact liaison ou qui ont l'autorité de signer, etc. Puis proche de la personne qui est la liaison, si vous voulez, vous pouvez gérer vos privilèges et de là, vous avez l'occasion d'accepter de participer à cette liste-là. Puis si vous le faites, vous allez, à partir de ce moment-là, avoir accès à la liste. Donc, en gros, c'est si vous participez, vous allez avoir accès à la liste. Si vous ne participez pas, vous n'aurez pas accès à la liste. Donc, il y a un certain incitatif de le faire de votre côté, je suppose. Donc, si vous allez là, puis là, cette liste-là va vous donner une liste assez exhaustive, là, ou de plus en plus exhaustive, au fur et à mesure que les gens vont accepter d'y participer. Puis ça vous donne les personnes qui sont responsables aux différents établissements avec la façon de les contacter. Donc ça, je vous encourage fortement à aller jeter un petit coup d'œil. Puis si le cœur vous en dit, d'accepter d'y participer. L'autre aspect, c'est les systèmes de notification qui se font à l'intérieur du SGCF, les établissements partenaires. Alors maintenant, l'établissement partenaire va automatiquement recevoir une notification lorsque elle a été ajoutée à un projet quelque part par quelqu'un. C'est-à-dire, si un chercheur commence une demande à un établissement X, puis il rajoute un établissement partenaire, bien, vous allez automatiquement recevoir une notification par le système. Puis à ce moment-là, vous allez avoir l'occasion d'accepter ou non de participer à ce projet-là. Donc, encore une fois, ça fait partie des outils qu'on essaie de rajouter pour d'éviter les surprises à la dernière minute. L'autre, c'est dans le dépôt de rapports où on a rajouté, vous savez, il y a plusieurs rapports auxquels vous pouvez accéder dans le portail institutionnel. Euh, j'ai parlé tout à l'heure des rapports qui permettent de gérer l'enveloppe. Ben, ils sont là, ils ont été optimisés. Je vous suggère de jeter un coup d'œil, vous allez voir comment ça va fonctionner. Puis vous pouvez aussi faire un suivi des membres d'équipe. Vous savez comment les différents membres d'équipe des différents projets doivent accepter de participer. Ben, il y a un rapport qui vous permet de voir rapidement, sans être obligé d'aller dans chacun des projets, qui a accepté de participer, qui n'a pas accepté. Donc, ça permet peut-être de faire un suivi plus rapide et plus efficace avec ces gens-là. Sinon, écoutez, aussi sur notre site web, on a mis en ligne, ça fait déjà un certain temps, mais c'est peut-être un bon moment de se le rappeler, l'analyse qu'on avait fait des forces et des faiblesses des demandes dans le Fonds d'innovation 2017. Donc, ça vous permet peut-être de voir quelles sont les erreurs qu'on a vues le plus souvent, finalement, qui ont fini par, si vous voulez, couler des projets, ou au contraire, quelles sont les forces qui ont fait que les projets ont vraiment un bon parcours,
puis on finit par être financé. Donc, je vous suggère peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Vous pouvez aussi voir la liste des établissements admissibles, qui n'était pas quelque chose qu'on avait en ligne avant relativement récemment. Maintenant, cette liste-là, elle est disponible. La CAR aussi, la Bibliothèque des ressources de la CAR a mis en ligne plusieurs meilleures pratiques pour la gestion des projets, comment gérer des projets multi-établissements, par exemple. Fait que ça aussi, c'est une ressource là, qui est disponible, puis je vous encourage à aller jeter un coup d'œil si vous pensez que ça peut être utile pour vous. Donc, ça fait partie de toutes sortes d'outils et de ressources qu'on essaye de rendre disponibles aux gens qui font des demandes chez nous. Euh, Ceux qui ont fait des demandes récemment se souviennent peut-être qu'on a une question récemment pour les projets du Fonds des leaders. Vous vous rappelez, on a la question là, qui demande est-ce que la proposition améliore une capacité de recherche dans un domaine où la FCI est déjà investi ou pas? Donc, on a encore pour le Fonds d'innovation 2020 certaines de ces questions-là qui restent là, mais si vous voulez rajouter ou un petit peu changer certaines de ces questions-là, puis je vais vous donner un petit peu de contexte. Ces questions-là, d'abord, c'est l'établissement qui doit y répondre, donc c'est les gens qui ont les accès institutionnels et non pas les chercheurs. Donc, c'est vraiment les responsables institutionnels qui y répondent. Puis, nous, essentiellement, c'est pour avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe. Il n'y a rien de ce qui est là qui est utilisé dans le processus d'évaluation. C'est uniquement pour nous d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le terrain, puis, de prendre des décisions en conséquence, là. La première, bon, c'est ça, c'est pour savoir essentiellement si c'est dans un domaine où on a déjà investi ou pas. Ça nous permet d'avoir une meilleure idée là, de si on diverge dans dans une nouvelle direction ou on a tendance à rester focusé dans les mêmes directions d'établissement. L'autre, c'est pour savoir où sera l'infrastructure qui est demandée. Et on comprend que plusieurs de ces réponses-là peuvent s'appliquer dans un même projet. Mais essentiellement, on veut savoir si c'est l'infrastructure qui va être autonome, donc qui va être toute seule dans un coin qui ne sera pas nécessairement partagée ou pas partagée de façon significative. Autrement, ou si elle va être intégrée à une installation centrale, et là, toute la définition d'installation centrale, j'y viens. Ou est-ce qu'elle sera intégrée à une installation financée par le Fonds des initiatives scientifiques majeures, donc un des ISM, par exemple. Donc, on essaie de comprendre un peu où va l'infrastructure. Ça nous donne une meilleure compréhension de ce qui se passe. Pour les deux derniers aussi, on va vous demander de nous donner le pourcentage des coûts du projet. Parce qu'on peut facilement avoir un projet, par exemple, d'1 million de dollars où il y a 50 000 dollars qui s'en va dans une installation qui est centralisée, puis le reste s'en va dans le labo de différents chercheurs, par exemple. Ça vous permet de dire, oui, une partie de l'infrastructure va être intégrée à une installation centrale. Et voilà, je vous assure, il n'y a aucune autre diapo dont la grosseur de la police est aussi petite. C'est la seule. Mais c'est la définition qu'on utilise sur installation centrale. Vous allez la voir au-dessus de la page où vous allez répondre à la question que je viens de vous montrer à la page précédente. Euh, j'ai pensé pas la laisser assez longtemps pour que vous puissiez vraiment la lire, mais parce qu'ultimement, c'est vraiment utile uniquement dans le contexte de la question qu'on vous pose. Mais essentiellement, une installation centrale, c'est par opposition, si vous voulez, à une installation qui est utilisée dans le labo d'un chercheur ou d'un petit groupe de chercheurs, puis qui n'est pas nécessairement partagée de façon euh, consciente, pas consciente, mais qui n'est pas partagée de façon préméditée. Donc, c'est aussi pas une installation nationale unique. Donc, on fait la différence entre ces installations ou ces équipements qui ne font pas partie d'installations centralisées du tout, et aussi celles qui font partie d'installations nationales. Donc, pour nous, une installation centrale, si vous voulez, c'est ce qui est entre ces deux choses-là. Donc, si vous me dites, oui, j'ai de l'infrastructure qui est au Centre canadien de rayonnement synchrotron à Saskatoon, bien ça, pour nous, c'est une installation nationale. Donc, ça fait partie d'une installation centrale. L'installation centrale, ce serait plus à l'intérieur d'un établissement. Si vous avez une plateforme de microscopie ou une plateforme euh, évidemment, j'aurais dû penser à mes exemples à l'avance, mais c'est souvent une plateforme de microscopie qui est partagée par plusieurs départements, par exemple, puis qui est gérée de façon centrale. Là, vous pouvez voir là, tous les détails qu'on a ici là, pour vraiment définir qu'est-ce que c'est. Ben, une telle plateforme pourrait être une installation centrale, par exemple. Ça ne rend pas ça moins ou plus admissible là, au Fonds d'innovation 2020. Ça n'a absolument rien à voir avec l'admissibilité. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation non plus. Pour nous, c'est juste comprendre qu'est-ce qui se passe. On voit que c'est une tendance qui est relativement lourde, puis on essaie d'avoir
un meilleur son de cloche, là, une meilleure intelligence sur le terrain de ce qui se passe par rapport à ça. Processus de soumission. On y arrive. Essentiellement, il est électronique. Voilà. On est en 2019, assumons-le. Euh, les dernières vestiges, si vous voulez, de processus papier qui nous restait, qui était la lettre de présentation de l'établissement, n'est plus nécessaire. Maintenant, la soumission se fait 100% à travers le portail électronique. Et la feuille qu'on vous demandait là, par courriel du calcul de l'enveloppe non plus n'est plus nécessaire. Parce que je pense que ça fait 3 fois que je le mentionne, que ça se fait aussi de façon électronique. Donc, processus de soumission, 110% électronique. Processus d'évaluation au mérite, ben encore une fois, vraiment peu de changements par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est dans le passé. Donc, je vais essayer de ne pas insister là-dessus. On a essentiellement 3 étapes, la dernière étant la décision de notre conseil d'administration, mais qui, ultimement, va régler, là, va gérer les 3, va simplement entériner les décisions qui sont prises par les 3 premiers. On a un comité d'experts qui focus, comme je le mentionnais, sur les critères d'évaluation, non pas les objectifs, puis qui va regarder les forces et les faiblesses de chacune des demandes par rapport à chacun des critères d'évaluation. Ces gens-là se rencontrent normalement en personne. On va avoir des rencontres aussi potentiellement en personne avec les demandeurs euh, pour des projets qui sont de grande envergure et ou complexes. Donc, à ce moment-là, on a possibilité de rencontrer les membres d'équipe plus des représentants de l'établissement. Ça va être un maximum de 5, comme par le passé. Puis on va essayer de vous avertir, aussitôt qu'on reçoit les avis d'intention, on va essayer d'identifier les projets qui rencontrent si vous voulez, le seuil. Puis on va aussi vous avertir après les avis d'intention, comme je le disais. Mais comme les choses peuvent changer jusqu'à la proposition, ben, on va confirmer après la réception des propositions lesquelles ont vraiment une rencontre comme ça en personne avec le comité. Comité d'évaluation multidisciplinaire, ben écoutez, c'est la même chose que par le passé. La dernière fois, on a eu 11 comités qui se sont rencontrés. On s'attend à avoir à peu près la même chose, puisque l'envergure du concours est la même chose. Euh, Leur but, c'est d'évaluer les demandes par rapport aux objectifs du concours. Donc, je vous mentionne les 6 critères d'évaluation se déclinent en 3 objectifs, ou l'inverse. Puis, ils vont regarder chacun des objectifs. Puis, on va aussi avoir au moins un de ces CEM-là qui va regarder des établissements qui va se concentrer sur les établissements de petite taille. De cette façon-là, ça leur permet d'avoir un meilleur contexte de ce type d'établissement-là. Et le comité va utiliser la proposition elle-même, mais aussi les rapports du comité d'experts pour prendre sa décision. Leur décision, parce que c'est la première fois où il y a des décisions de vie ou de mort sur un projet, si vous voulez, parce que tous les projets passent l'étape du comité d'experts. Et à partir du CEM, c'est là que certains projets vont être coupés, si vous voulez, exclus du concours. Les CEM ont aussi l'occasion d'identifier jusqu'à 2 projets là, qu'ils considèrent de mérite exceptionnel pour identifier la prochaine étape d'évaluation. Que ces projets-là sont vraiment particuliers, là, indépendamment des scores qu'ils auront obtenus. Je vois là, qu'Anne mentionne quel est le seuil pour les rencontres en personne. Oui, et Dani, je vais venir à propos du processus québécois aussi, ça fait partie de j'y arrive. Oui, Anne, ta question sur le seuil pour les rencontres en personne. Ben, pour l'instant, le seuil n'est pas défini. Euh, le but étant de voir un petit peu qu'est-ce qu'on reçoit. On veut être sûr de ne pas se ramasser avec 75% des demandes qui mènent à des rencontres en personne. Puis on veut aussi, pour être candide, éviter de jouer le jeu au niveau des établissements. Le but n'est pas de rencontrer un certain montant pour essayer d'avoir l'occasion de vendre notre salade. Le but est vraiment pour les comités de dire, ben voici les demandes qu'on pense qui méritent qu'on ait une décision plus approfondie. Donc, pour ces 2 raisons-là, le seuil en termes de dollars n'a pas été défini encore. Donc, après les avis d'intention, on aura une meilleure idée, là. Puis le seuil n'est pas la seule raison non plus. Comme on le mentionne, la complexité des projets peut être suffisante pour qu'on demande d'avoir une rencontre face à face avec les demandeurs. Le troisième comité, donc c'est le CEM, le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial, qui essentiellement, lui, va prendre tout ce qui sort du comité des différents comités d'évaluation multidisciplinaire. Puis on a un seul comité spécial à la fin.
Essentiellement, son mandat, c'est de revoir puis d'intégrer tous les commentaires des CEM puis de les calibrer jusqu'à un certain point. Euh, c'est le seul comité qui voit tous les projets qui sont encore en vie, si vous voulez, à ce moment-là. Puis, lui, il recommande des projets au conseil d'administration de la FCI là, pour qu'ils supportent ceux qui supportent le mieux le mandat de la FCI, les trois objectifs du concours, puis qui donnent un portefeuille de projets qui est le plus, qui est le meilleur, en fait, qui est le plus raisonnable. Et après ça, ça nous mène aux décisions de notre conseil d'administration qui, puis je vais voir l'échéancier, c'est la prochaine diapo, là, je vais le mentionner plus tard. Mais typiquement, ben, bon, ça fait 15 ans que je suis ici, là, j'ai jamais vu un conseil d'administration changer une décision qui a été prise par les différents comités d'évaluation, mais techniquement, la décision se prend à ce moment-là, qui sera là, en novembre 2020. Évidemment, on travaille avec les différentes provinces pour éviter les duplications. Euh, la première chose que je vais dire, c'est que je vais vous encourager à travailler avec les gouvernements provinciaux le plus rapidement possible. Écoutez, ils sont des partenaires là-dedans à 100%. Et c'est donc très important, je pense, de les tenir au courant très tôt. Ça évite les surprises pour tout le monde. Donc, je vous conseille de faire ça. Je sais que la majorité des gens qui sont présents aujourd'hui là, se rapportent au gouvernement du Québec. Danny est là dans la fenêtre de clavardage. Et il est certainement un interlocuteur privilégié pour vous là, avant peut-être d'aller trop loin dans les différents processus. Donc, comme je mentionnais, on travaille avec les différentes provinces pour éviter les duplications. Par exemple, on va partager, nous, nos rapports d'évaluation éventuellement avec les différentes provinces pour qu'eux puissent faire leur propre processus décisionnel en parallèle avec nous, ce qui permet eux aussi de prendre les décisions, si vous voulez, à peu près en même temps que la nôtre, question d'éviter les délais indus pour avoir les fonds de contrepartie. C'est un peu différent, évidemment, avec la province de Québec, comme vous le savez probablement. Là, la province de Québec, si vous voulez, s'occupe de tout ce qui est en amont des comités d'évaluation multidisciplinaires. Donc, tout ce qui est l'évaluation par les comités d'experts se fait par le gouvernement provincial. Il y a des chargés de programme de l'AFC qui sont observateurs sur ces concours-là, mais c'est de leur côté que se fait l'évaluation des comités d'experts et seulement les projets qui passent l'étape québécoise, si vous voulez, se ramassent au CEM chez nous. Donc, il y a un certain. Donc, ce que j'ai mentionné tantôt, que tous les projets des comités d'experts, il n'y a pas de projet qui mourrait au niveau des comités d'experts. Ben, essentiellement, il y a certains projets québécois qui peuvent mourir avant les CEM dans la mesure où les processus du Québec retirent certains des projets. Je vous encourage dans ce sens-là, si vous voyez en haut à droite on a deux fichiers qui sont disponibles pour que vous puissiez les télécharger. Un, c'est la présentation que vous voyez actuellement. Et la deuxième, c'est le processus québécois pour le Fonds d'innovation. Donc, Danny a gentiment fourni ce document-là avant notre rencontre d'aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il est disponible sur leur propre site web, mais pour une façon que ce soit peut-être plus facile pour vous, vous pouvez aussi aller la chercher directement de là. Ça vous donne une idée là, du processus provincial dans lequel je n'irai pas en détail ici. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de communiquer avec eux rapidement. Mais sachez qu'ils sont responsables de la première étape de l'évaluation, donc par les comités d'experts. Un autre point de vue aussi, un autre point où on s'aligne avec les provinces, c'est qu'on donne une chance aux provinces de nous donner leur point de vue sur les différents projets avant la rencontre du comité d'évaluation multidisciplinaire spécial. Donc, s'il y a des projets que la province est vraiment, il y a différents niveaux de support de la province, par exemple, ça fait partie des considérations stratégiques, si vous voulez, que prend le comité d'évaluation multidisciplinaire spécial. C'est certainement pas le seul, mais ça fait partie des différents points de vue, là, des différents inputs que ce comité-là prend pour prendre ses propres décisions. Je vous avais promis un échéancier, voici un échéancier. L'invitation à soumettre des propositions a été officiellement sortie il y a environ un mois de cela, presque au jour. Les avis d'intention sont dus à la mi-septembre.
et pour des propositions qui sont dues, elles, vers la mi-janvier 2020. Ce qui nous permet de faire les comités d'experts au printemps 2020. Puis, suite à la période d'été, aussitôt que le retour des vacances, si vous voulez, pas tant de nous, mais des gens qui forment les CEM, c'est surtout ça qui nous empêche de les tenir en juillet ou en août. Ces rencontres-là vont se faire en octobre pour les comités multidisciplinaires, excusez, en septembre pour les comités multidisciplinaires et en octobre pour le comité multidisciplinaire spécial. Ce qui nous amène à des décisions, comme je mentionnais tout à l'heure, de notre conseil d'administration en novembre 2020. Comme vous voyez, c'est un processus qui est relativement long, mais on veut s'assurer, de vous donner un petit peu le temps là, de penser à ces demandes-là puis de les préparer convenablement. Puis nous, bien évidemment, on ne veut pas, on pense pour des demandes qui sont d'une aussi grande magnitude puis d'une importance certaine pour les établissements, on veut aussi s'assurer que le processus est assez robuste. On arrive à la fin de ma voix, entre autres, mais aussi des diapos. Écoutez, quelques questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser depuis le début. C'est le moment. N'hésitez pas. Sylvie est prête. Oui. Moi aussi, après avoir pris une Oui. gorgée d'eau, je serai prêt. Alors, on a une question d'Enika. La portion du financement SCI pour le programme GELF de la part de l'Ontario n'a pas été distribuée depuis novembre dernier. Avez-vous de l'information sur l'état des choses pour le financement pour le programme, le concours du Fonds d'innovation? En fait, non. Comme on le sait, dépendamment de chaque province, chaque province, en fait, ont différentes priorités et on sait de la part de l'Ontario, c'est peut-être un petit peu plus difficile ces temps-ci d'avoir des décisions et il y a certains délais. Mais malheureusement, on n'a pas d'informations présentement disponibles sur l'état des choses là, pour le côté du Fonds d'innovation. Non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en contact régulier avec les différentes provinces, les instances décisionnelles, autant au niveau opérationnel, si vous voulez, euh, euh, qu'au niveau plus élevé, pour s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on fait, comprendre nos échéanciers. Mais évidemment, on n'a pas le contrôle sur leur propre processus décisionnel. C'est vrai avec toutes les provinces, il y a des changements de gouvernement qui potentiellement peuvent arriver entre ici et les décisions qu'on va prendre en novembre 2020. Il y en a pour qui ce sera plus facile, il y en a pour qui ce sera plus difficile. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on contrôle. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de continuer à garder les provinces impliquées, engagées dans notre processus, qui comprennent qu'est-ce qu'on fait, qu'on essaie de voir comment on peut les aider aussi. Mais je pense qu'il faut aussi, de votre côté, faire la même chose. Comme ça permet de rester, de garder tout le monde impliqué, de garder tout le monde au courant de ce qui se passe. Je sais que ce n'est pas une réponse entièrement satisfaisante, mais c'est la réponse qu'on a pour l'instant. Alors, on va attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions sur la présentation Ouais. et sur le concours actuel. Encore une fois, les agents de programme ici sont toujours disponibles là, pour répondre à des questions spécifiques. Vous pouvez contacter vos chargés de programme ou les agents de programme qui travaillent avec vous, avec les différentes institutions ou établissements. Il y a une question qui est revenue tantôt par rapport à est-ce qu'on avait un modèle pour un avis d'intention. Malheureusement, on n'a plus de modèle comme avant, mais chaque établissement peut créer un projet, un avis d'intention dans notre système en ligne et va pouvoir voir les informations qui sont demandées et aussi créer un fichier PDF là, qui représente un peu le modèle là, de l'avis d'intention. Parce qu'essentiellement, autant l'avis d'intention que la proposition, le cœur de ça, c'est un fichier PDF que vous allez télécharger. Le reste, bon, il y a quelques petites cases à cocher, là, mais c'est vraiment mineur. Autre que, évidemment, le budget, là, mais ça, le budget, comme je l'ai dit, c'est la même chose que par le passé. Je suis content de voir la question. Est-ce que les salaires pour le développement et l'implantation d'infrastructures logicielles, par exemple, sont admissibles? Ben, je suis content de voir cette question-là parce que ça permet de faire une précision intéressante. Euh, dans la mesure où, là, je vais focuser sur l'infrastructure logicielle. Puis je comprends que votre question est peut-être un peu plus générique, mais au moins pour l'infrastructure logicielle, euh,
si le logiciel qui est créé devient l'infrastructure de recherche. Donc, si vous dites, écoutez, moi, je voudrais faire de la recherche dans tel domaine, mais on a besoin d'un logiciel parce qu'il faut mettre des données ensemble, parce qu'il faut créer un portail pour aller chercher telle information à quelque part. Je ne sais pas c'est quoi le cas, mais si, une fois que le logiciel est construit, ça devient une infrastructure de recherche, ben, le salaire pour le développer est absolument admissible. Et l'a toujours été. Donc, j'encourage certainement les établissements à penser à ce genre de projet-là. Je pense que c'est le genre de projet qu'on voit peut-être plus souvent, peut-être parce que les gens ne savent pas effectivement que c'est admissible. On l'a fait un petit peu de façon spécifique par l'entremise de notre fonds sur la cyberinfrastructure, là, le volet 1, il y a quelques années. Mais je me plaisais toujours à dire que les demandes qu'on finançait à travers ce fonds-là auraient pu être financées dans n'importe quel autre fonds à la FCI, parce que fondamentalement, il était aussi admissible à nos autres programmes. Donc, n'hésitez pas. Euh, Autrement, si la question est plus large à propos non seulement des infrastructures logicielles, mais est-ce que le développement des infrastructures, puis la mise en place, puis l'installation, ben ça aussi, c'est quelque chose qui est admissible. Si vous avez besoin de coûts en personnel pour mettre en place de l'infrastructure, ben ça, euh, c'est aussi permis. Oui, vous avez eu le luxe de Oui. lire la question, vous. Oui, il y a une question qui est par rapport au problème de financement des provinces. Si ça persiste, est-ce que c'est possible de modifier, adapter la configuration de l'équipe et de l'infrastructure entre l'avis d'intention et la proposition pour pallier à ces problèmes? Oui, ça peut se faire entre l'avis d'intention et la proposition. Vous pouvez modifier vos partenaires en termes d'établissement ou vos chercheurs qui font partie de l'équipe. Mais c'est toujours bon d'informer la FCI si c'est le cas, principalement parce que nous, durant la période entre l'avis d'intention et la proposition, on est en train de former nos comités d'experts et on essaye autant que possible d'éviter des conflits d'intérêts. Alors, si vous rajoutez des établissements partenaires ou si vous en enlevez durant ces deux étapes-là, ça serait bien de le communiquer avec votre chargé de programme si c'est bien le cas. Techniquement, les questions-réponses que nous avons maintenant ben, vont être disponibles dans la mesure où on enregistre pour l'instant notre webinaire, puis on va le rendre disponible. Je comprends que chercher à travers un fichier audio d'une heure et quart est peut-être pas idéal. Euh, on va considérer, dépendamment là, de l'appétit, puis voir combien il y a de questions, combien les questions se répètent, peut-être de faire une foire aux questions sur notre site web aussi, avec des questions qui reviennent le plus souvent. Mais là, ça va dépendre de l'appétit, puis voir si les mêmes questions ont tendance à se répéter. Je vois que Ouais. nous ne tapons plus. Alors, ce qui va arriver, la prochaine étape, c'est que, comme disait Patrick, on va mettre l'enregistrement sur notre site web. La présentation en français est actuellement disponible sur notre site web si vous allez sur la page du Fonds d'innovation et sur un des onglets s'appelle Autres ressources, documents et autres ressources. Alors, vous allez sur cet onglet et vous allez voir la copie de la présentation. Également, c'est disponible également en anglais si jamais vous en avez besoin pour votre établissement. Et les enregistrements vont être disponibles aussi en anglais sur cette page-là. On a encore une présentation, un webinaire demain qui se fera en anglais. Ouais. Et puis, tout sera sur notre site web. Oui, c'est vrai que les questions-réponses, par contre, la majorité des réponses ont peut-être été données à l'oral versus à Oui, l'écrit. En tout cas, faudrait voir là, la meilleure façon de faire ça, oui. mais on comprend le On va désir. considérer. Absolument. Oui, merci. Voilà. D'autres questions brûlantes? Ou moins. Ouais. Il semble que nous fûmes d'une limpidité exemplaire, ou que les gens sont fatigués, qui est aussi possible. Écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Les chargés de programme à l'AFC qui s'occupent de vos différents établissements sont
Pas encore en vacances pour l'instant. Je Oui. pense que notre groupe de vacances n'a pas vraiment commencé encore. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, on va essayer de vous donner les meilleures réponses possibles. Bien souvent, c'est difficile de donner des réponses qui sont génériques sans avoir des informations sur des cas précis. Alors, il nous reste à vous remercier, à vous suggérer d'être en communication avec nous et avec les provinces plus rapidement plus tôt que tard. Mm. Et à la prochaine, Oui, je crois. merci à tous et bonne préparation d'avis d'intention et de propositions. Merci. Merci. Bon été.